nous avons, les 4 dernières semaines, étudié les personnes les plus proches du roi Zimrilim dans le palais de Mari au XVIIIe siècle avant notre ère. D'abord son entourage féminin, puis ceux qui sont désignés comme ses grands serviteurs, c'est-à-dire son secrétaire, son barbier, ses 2 ministres, et pour finir, la semaine dernière, le devin Askoudoum. Nous allons maintenant élargir le cercle avec des personnes dont la position hiérarchique est moins élevée, mais qui jouaient un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'administration et de l'économie. Aujourd'hui, il s'agira surtout de l'intendant Mukanichoum, la semaine prochaine, du chef des marchands Idin Numushta. L'importance de Mukanichoum est apparue dès que les textes administratifs ont été publiés à partir de 1957. Il y eut déjà 8 références à cet homme dans le tome 7 des Archives royales de Mari, 5 références supplémentaires dans le tome 9. Il y avait au total 145 références à Mukanichoum lorsque Maurice Biraud publia son index des noms de personnes dans ARM 16.1 en 1979, et l'importance de Mukanichoum est confirmée aujourd'hui. Avec 490 références, il détient, si je puis dire, le record de popularité dans le corpus de Mari. L'histoire de la redécouverte de Mukanichoum peut être brièvement retracée. Il sortit de l'ombre lorsque Jean Bottero publia sa correspondance active, soit 23 lettres de Mukanichoum à Zimrilim. Cette publication prit place dans le volume 13 des Archives royales de Mari, publié en 1964 pour célébrer les 30 ans de la découverte du site. Tous les contributeurs publièrent dans le volume 41 de la revue Syria un commentaire des textes qu'ils avaient édités dans ARM 13, sauf Bottero, qui s'était entre-temps fâché avec André Parrot. Peu après, Bottero donnait à un de ses étudiants, Olivier Rouault, Mukanichoum comme sujet de thèse. Elle fut soutenue en 1971 et Olivier Rouault reçut alors la charge d'éditer la correspondance passive de Mukanichoum, c'est-à-dire 21 lettres reçues de Zimrilim et quelques autres ayant pour auteur Akba Aroum, Askoudoum, Darish Libour, etc. L'ensemble se montait à 38 lettres auxquelles furent adjoints 32 textes administratifs, et les textes, ainsi que l'étude d'ensemble du corpus, furent publiés en 1977 dans le tome 18 des Archives royales de Mari. En 2002, Bertrand Lafont publiait 17 lettres supplémentaires et une nouvelle étude de la correspondance. 10 ans plus tard, Ilya Arkhipov publia ou republia dans ARM 32 de nombreux textes administratifs où Mukanichoum apparaît. Il publia aussi en 2019 une étude sur la tenue des archives dans le palais dont j'utiliserai les résultats. Avec la figure de Mukanichoum, c'est tout le travail de l'artisanat à Mari que l'on peut évoquer. À vrai dire, ça pourrait être le sujet du cours d'une année entière, et donc je ne donnerai aujourd'hui que des aperçus limités, mais j'espère néanmoins significatifs. Nous commencerons par étudier le statut de Mukanichoum, puis ses domaines de compétences, avant de faire un sort particulier à un lieu qu'on désigne en babylonien comme Neparum. Quelle fut exactement la place de Mukanichoum dans le palais de Mari? J'ai déjà présenté, lors de notre deuxième cours, le sceau de Mukanichoum, en insistant sur le fait que l'iconographie est en adéquation avec le sens du nom du propriétaire du sceau. Mukanichoum signifie en effet celui qui soumet, et j'avais déjà dit qu'il est ici question non pas du porteur du nom, mais du roi. C'est d'ailleurs l'épithète qui décrit Hammurabi de Babylone dans le prologue de son code, lorsqu'on dit qu'il est celui qui soumet les territoires de l'Euphrate. Mukannish d'Admi Nar Purati. D'une façon analogue, le premier ministre du roi de Larsa Gungunum s'appelle Etellum, héros. C'est le roi qui est un héros, pas son ministre.
Et si l'on revient au sceau de Mukhanishum, on constate qu'en effet, le souverain est représenté triomphant de ses ennemis, avec l'aide de la déesse Ishtar, qui est représentée ailée, tenant une arme courbe dans la main droite. La légende, rédigée en 3 lignes de façon classique, indique simplement Mukhanishum, fils de Rabdu Barlati, serviteur de Zimrilim, et comme vous le voyez, il n'y a pas de titre, ce que l'on regrette évidemment. Mukhanishum fait partie de ces personnes qui possédaient 2 sceaux. Le second a une iconographie remarquable également, quoique bien différente du sceau 1. Récemment, Adelaide Otto a repris l'étude du motif de la guilloche et elle a ainsi commenté cette vignette. Le 2e sceau de Mukhanishum, serviteur de Zimrilim de Marie, montre 2 poissons hybrides nageant au-dessus de courants d'eau ondulés et de bandes guillochées enfermant l'inscription. Cela indique que l'eau était rendue par des lignes ondulées dans un contexte narratif, mais qu'elle était symbolisée par une guilloche. La légende est décevante du point de vue du contenu, puisqu'elle indique simplement Mukhanishum, serviteur de Zimrilim. Mais le lapicide a fait un travail extraordinaire également du point de vue de la gravure du texte. Comme l'ont écrit Madame Barlet et André Parot, je cite, « Dans chaque registre, on retrouve une tresse à triple enroulement, ce que Adelaide Otto appelait une guilloche, constituant ainsi des sortes de médaillons à l'intérieur desquels un signe cunéiforme est dessiné. Il en résulte une distribution tout à fait inattendue de l'inscription, sans exemple jusqu'à présent, et j'ajouterais sans exemple encore aujourd'hui. » Mais il faut réfléchir à ce que cela signifie. Il me semble tout à fait possible que les signes cunéiformes aient été ajoutés par la suite sur un sceau qui était initialement dépourvu d'inscription. En tout cas, l'empreinte que vous avez sous les yeux est unique. Elle figure sur le scellement d'un sac en cuir, comme le montre l'autre côté, et on ne sait pas pourquoi Mukhanishum se fit ainsi graver un sceau, en plus de celui qu'il possédait déjà, mais il n'était pas le seul. C'est ainsi que Yaratiel, un fonctionnaire de rang équivalent, comme nous le verrons, eut lui aussi 2 sceaux. L'un avait une légende de 2 lignes, Yaratiel, serviteur de Zimrilim, l'autre était plus complet, Yaratiel, scribe, fils de Bizinan, serviteur de Zimrilim. Vous voyez la différence, c'est qu'ici, Yaratiel, sur un de ses sceaux, porte le titre de scribe, alors qu'aucun des 2 sceaux de Mukhanishum ne nous donne son titre. Dans son livre de 1977, Olivier Rouault indiquait « Contrairement à d'autres membres de l'administration, Mukhanishum ne porte pas de titre. » Et il ajoutait en note « On a attribué à Mukhanishum, en se fondant sur ses fonctions, le titre d'intendant du palais, avec un renvoi à RM15, mais comme nous le verrons, ce titre reste trop vague. » Mais depuis, Jean-Marie Durand a cité des documents qui complètent notre savoir. Dans un article de Marie II paru en 1983, il nota dans un inédit, Mukhanishum est compris dans un groupe de Doumoumesh et de Toupi, autrement dit de scribes. Et par ailleurs, une liste de personnel qu'il a publiée dans RM21 mentionne en tête Mukhanishum, puis Yansib Dagan et Ebatan, et tous les 3 sont qualifiés de Chatammoum, un terme sur lequel je reviendrai. On trouve ensuite 9 échansons, 32 Kirisakoum, dont 12 barbiers d'une catégorie et 7 d'un autre, ainsi qu'un balayeur. Hélas, la fin de la liste est en mauvais état, puis cassée, et nous n'en avons pas la date. Alors le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est exactement qu'un Chatammoum. En général, on traduit ce terme par intendant. Mais Maureen Gallery, dans sa thèse dont elle a tiré un gros article il y a déjà fort longtemps, avait mis en garde contre une telle traduction parce que, en Babylonie du Sud, avant Hammurabi, on trouve bien souvent l'indication que les sceaux des Chatammoum ont été imprimés sur la tablette. Or, quand on regarde la légende de ces sceaux, eh bien, on constate que ces individus
porte des titres qui sont tout différents et aucun d'eux, sur son sceau, n'est décrit comme Shatamoum. Mais, comme je l'ai dit, ce phénomène est attesté en Babylonie du Sud avant Hammurabi. Et il pourrait bien ne pas concerner Mari. Parce que si vous regardez la tablette d'ARM 21 que je viens de citer, vous voyez qu'après les Shatamoum, vous avez d'autres désignations qui correspondent à des titres bien précis, comme ceux de barbier ou de balayeur. Alors, ce qui est fâcheux pour nous, c'est que dans ARM 21 398, l'identité des deux autres hommes dont le nom suive de Mukhanishum pose problème parce que Yansib Dagan est attesté comme orfèvre, mais il y a des homonymes, et puis Ebatan est par ailleurs un inconnu. Donc c'est évidemment fâcheux. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il existe un autre individu que Mukhanishum qui soit attesté à la fois comme intendant Shatamoum et comme scribe, Mar Bit Tupi, littéralement le fils de la maison des tablettes. Il s'agit d'un certain Mebishum. Il a été envoyé par Yassim Soumou à Zimrilim d'après une lettre, et un autre texte le cite donc parmi les d'Umumesh et de Tupi, les scribes. Ceux d'entre vous qui étiez présents l'an dernier connaissent déjà ce Mebishum parce qu'il est mentionné dans un texte inédit que j'ai cité lors du cours du 18 mars 2024. C'est un document qui fait la liste de tous les vols au détriment du palais dont ce Mebishum fut accusé. En tout cas, il est infiniment moins bien connu que son collègue Mukhanishum, en compagnie duquel, jusqu'à présent, on ne l'a jamais rencontré. Au total, il apparaît que Mukhanishum avait reçu une formation scribale et qu'on le rencontre avec la désignation de Shatamoum, sans que cela permette de savoir exactement pourquoi il joue un rôle aussi important comme intermédiaire entre le roi et les artisans de toute catégorie. Un élément essentiel pour la carrière de Mukhanishum a été donné par Ilya Arhipov dans son étude à paraître dans le volume 6 de la série Archibab. Je le cite, « La première référence datée à Mukhanishum provient de ARM 22-276. Ce document récapitule ses transactions de sésame et d'huile à partir du 10e jour du 9e mois de l'année 2 de Zimrilim. Dès le 10e mois de l'année 2, il devient omniprésent dans les documents comptables de Mari. Il a sans doute continué sa carrière jusqu'au moment de la chute de Mari, puisque sa dernière mention date du 11e mois de l'année 13, moins de 2 mois avant le dernier document daté de Mari. Ce qu'Ilya Arhipov n'a pas indiqué, parce que ce n'est pas la perspective de son étude, c'est que la date d'entrée en fonction de Mukhanishum suit d'à peine un mois la nomination de Yassim Soumou comme Chandabakoum, ainsi que nous l'avons vu lors du 5e cours de cette année. Et, à mes yeux, ça n'est évidemment pas un hasard. Le nouveau ministre de l'économie avait besoin de soutien solide et Mukhanishum fut un de ceux qu'il choisit pour le seconder dans sa tâche. Voilà comment, petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place et j'espère qu'à la fin de cette galerie de portraits, nous obtiendrons une image d'ensemble plus cohérente et moins floue qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Cette subordination de Mukhanishum à l'égard de Yassim Soumou ressort en particulier de cette lettre. Dit à Mukhanishum, Etel Pisharim et Yaratiel, ainsi parle Yassim Soumou. Il faut qu'il y ait régulièrement chez moi des tablettes de vous me donnant des nouvelles du palais et des ergastules. En effet, j'ai pris connaissance de la tablette de vous que vous m'avez fait porter concernant le renvoi des gens. En fait, j'en étais informé avant même que vos tablettes ne me parviennent. Etel Pisharim était le responsable d'un atelier Néparoum ou ergastule, on y reviendra dans la troisième partie du cours. Yaratiel était responsable d'un atelier Néparoum à l'époque de Yasmaradou,
il pourrait bien avoir gardé cette charge au début du règne de Zimri-Lim, et il me semble que cette lettre doit dater du début de ce règne. Et on retrouve ce quatuor, si je puis dire, dans un petit billet daté de l'an 3 de Zimri-Lim, qui enregistre 1 talent 22 000 de laine de qualité courante, 32 talents 58 000 de laine de qualité moyenne, tonte des moutons qui ont été achetés et qui ont été tondus sur l'autre rive, dans le domaine de Yaratiel, confié à Mukanishum, sous la supervision de Yassim-Soumou, Yaratiel et Etel-Pisharim. On voit aussi du métal précieux donné à l'orfèvre Rimshiel pour la fabrication d'une arme du dieu Dagan de Terka en l'an 2 de Zimri-Lim, opération supervisée par nos 4 personnages. Alors, si on revient à la lettre ARM 1353, on peut noter que si Yaratiel et Etel-Pisharim sont responsables des ateliers Neparum, alors, par élimination, c'est Mukanishum qui est responsable de ce qui se passe dans le palais, et c'est ce qu'on peut confirmer. Pour autant que nous le sachions, la plupart des administrateurs du palais vivaient dans la capitale, mais rien ne permet de supposer qu'ils vivaient au palais, contrairement à ce que pensait André Parrot. Au contraire, Mukanishum, en guise d'excuse pour son retard à exécuter un ordre du roi, lui écrivit ceci : « Lorsque la tablette de Monseigneur m'est arrivée, c'était la nuit, et les verrous du palais étaient mis, je n'ai pas pu faire sortir ces lances. » Ce texte montre 2 choses. D'abord que Mukanishum n'accompagnait pas le roi lors d'une expédition militaire, puisque celui-ci lui demandait de lui envoyer des armes supplémentaires. En outre, Mukanishum était en mesure de recevoir ses messages chez lui la nuit, mais n'habitant pas au palais, il n'y avait pas accès hors des horaires de bureau, il y travaillait seulement pendant la journée. La situation inverse, qui consisterait à dire que Mukanishum était dans le palais et que les lances étaient à l'extérieur, ça ne marche pas parce que sinon les messagers n'auraient pas pu lui transmettre la lettre du roi si les portes étaient ainsi verrouillées. Nous avons désormais confirmation du fait que Mukanishum habitait une maison à l'extérieur du palais grâce à une tablette énumérant certains biens du palais que Mukanishum se serait indûment appropriés au cours de son activité. Bien que Mukanishum a fait sortir du palais pour sa maison, Shunuraralu en a établi la liste. Une étoffe en outba de luxe et une couverture mardatum de première qualité, que Mukanishum a fait sortir de l'intérieur du palais pour sa maison, une couverture panutsim, 3 tapis rayou, toutes de première qualité, et des pièces d'ameublement que Mukanishum a fait sortir de l'intérieur du palais pour les faire entrer dans la maison de sa sœur. Malheureusement, on n'a pas la date du document et l'affaire n'a pas laissé d'autres traces dans les archives, au moins dans l'état actuel de leur publication. Alors, ces prévarications ne sont pas bien graves quand on les compare à d'autres dont je parlerai tout à l'heure. Ça rappelle un peu certains hauts fonctionnaires qui ont eu des problèmes avec le mobilier national. Mais Michael Guichard a publié en 2019 un fragment d'une autre tablette qui énumère également des détournements dont Mukanishum aurait pu être accusé. Un collier dont le lapis-lazuli a été pris dans le palais et a été donné à Dame Nunu Utsri et que Yamtsi Radnu a façonné. Un génie lamassatum qui figurait dans le butin de diverses villes, l'ayant directement prélevé, Mukanishum l'a voué à Ishrara de Kulritum. X, le chiffre cassé, mine de bronze, faisant partie du butin de diverses villes et se trouvant dans le palais. Et puis ensuite, il y a le nom de Mukanishum et une grosse lacune. Et à la fin, on trouve cette phrase « Waradilishu, Kapiadou, Tsurilarim, Bunumaadou, Kaalan et Abimekim l'ont établi ou attesté ». Alors, la phrase finale montre que les 6 dignitaires nommés ont confirmé en fait qu'il ne s'agissait pas de détournement. Mukanishum a bien voué le génie lamassatum à la déesse Ishrara de Kulritum, il ne se l'est pas approprié.
Les archives de l'intendant Mukanichum constituent le troisième groupe de textes le plus important du palais, comptant environ 500 tablettes. Ce fonctionnaire conservait ses documents dans plusieurs salles, 134, 135, 215 et 143, selon la période et les biens enregistrés. Et la plupart des lettres qui proviennent de ces 4 salles sont en effet adressées à Mukanichum. Le bilan de sa correspondance, qui comprend 91 pièces, peut être ainsi établi. Pour la correspondance passive, on a 60 lettres, dont 29 émanent de Zimri ad-Dû et 31 de 13 autres expéditeurs. Et pour ce qui est de la correspondance active, on a 31 lettres adressées à Zimri-Lim. Mukanichum jouait le rôle d'intermédiaire entre le roi d'une part et les artisans et certains habitants du palais de l'autre. Mukanichum s'occupait à la fois de la livraison des métaux, de la laine, du cuir, du bois, etc., destinés à l'artisanat et de la gestion des artisans eux-mêmes. Il était en outre responsable des stocks de textiles et de vêtements du palais et s'occupait de l'approvisionnement des habitants du palais et des invités. Il y a des raisons de penser qu'il s'agissait d'une archive de travail de Mukanichum, qu'il conservait pour son usage personnel et pas officiel. Ces archives, donc dans ces 4 salles, contenaient de nombreux mémorandums sans formule particulière et ainsi que des copies de registres officiels concernant les recettes et les dépenses de Mukanichum. Mais les originaux étaient conservés dans les archives du roi, qui ont été retrouvées dans les salles 108 et 115, à côté de registres qui concernent les services d'autres fonctionnaires. Et il est remarquable que les tablettes des archives de Mukanichum, dans ces 4 salles, ne sont presque jamais scellées, ce qui confirme leur caractère non officiel. Et Ilya Aripov donne un exemple qui est formé par 2 tablettes au contenu identique, mais qui diffèrent sur un détail important. L'une, c'est celle que vous avez à l'écran, est scellée par le roi, alors que l'autre ne l'est pas. Et les 2 textes sont libellés exactement de la même manière, 12 5/6 cycles d'or, 1 termine, 1 cycle 1/4 d'argent, avec les poids du service royal, poids du plaquage de la statue de la montagne, j'ai reçu de Mukanichum. C'est la reconstitution archivistique qui permet de comprendre la fonction des 2 documents. Il représente un acte de remise d'un travail par Mukanichum au roi, avec le premier exemplaire, ARM 25-220, trouvé salle 115, qui provient des archives personnelles du roi, de la chancellerie royale, et ce document est scellé au sceau du roi, qui a fait écrire le document à la première personne. J'ai reçu, et vous avez le sceau. C'est donc l'exemplaire du destinataire. Et le second document, ARM 22-236, trouvé lui, salle 135, provient des archives de Mukanichum. C'est la copie du fournisseur qu'il a conservé dans ses archives pour sa propre référence. Et j'ajouterai à la démonstration d'Ilya Aripov un élément qu'il a oublié d'expliciter. En principe, un reçu scellé par quelqu'un est conservé par celui qui a livré le bien. Et donc, en toute logique, on devrait avoir un texte tout différent, la liste de l'or et de l'argent, et à la fin, il devrait y avoir écrit « reçu par le roi » avec un sceau de Mukanichum, et c'est ce document qui devrait se trouver dans les archives de Mukanichum. Donc on voit ici qu'on a une façon de faire qui est tout à fait différente de celle qu'on pourrait attendre par ailleurs, et il est intéressant de voir que quand il est question du roi, eh bien, on peut procéder autrement que dans les usages juridiques habituels. Les interventions de Mukanichum s'étendaient à des domaines très variés du point de vue de la culture matérielle. J'y ai déjà fait allusion. Il s'agit de l'habillement et la production textile, la production et le stockage d'huile, ainsi que les parfums et produits aromatiques, le bronze, aussi bien la matière première que les produits finis, armes ou outils, les métaux précieux et les pierres précieuses, bijouterie, joaillerie, tout ce qui relève du bois, du cuir, et puis aussi de la vannerie, teinturerie, maçonnerie et autres activités du bâtiment, taille et
sculptures de pierre, etc. Et je voudrais vous donner quelques exemples d'objets qui ont été fabriqués sous l'autorité de Mukanishum. Nous commencerons avec le tissage d'un habit particulièrement précieux. Mukanishum avait écrit au roi une lettre qui nous est parvenue, et il reçut en réponse une des lettres les plus cinglantes de Zimrilim. Voilà qui permettra à la fin de compléter le portrait du roi tel que nous l'avons fait lors de notre deuxième cours. Donc c'est Zimrilim qui écrit « Je t'avais donné des instructions pour fabriquer un habit à application. Jusqu'à présent, cet habit n'a pas été fait. Maintenant, voilà ce que tu m'écris. Il manque beaucoup de laine pour cet habit. Or, il y a un sac de laine de Babylone. Il faut que mon Seigneur m'envoie une lettre pour que ce sac soit ouvert en présence d'Adoudouri et que l'on me donne la laine qui manque pour cet habit. Voilà ce que tu m'as écrit, et donc il s'agit de la lettre qui nous est parvenue, et qui est ici citée. » Le roi reprend la parole. « Que veut dire que vous dépendiez de la laine de Babylone et que vous veniez me faire ces réclamations ? Précédemment, à l'époque de Yardunlim, de Samsiadou et de Yasmaradou, eh bien, se souciaient-ils de la laine de Babylone ? Pourtant, n'avaient-ils point leurs ensembles vestimentaires à faire ? Allons, cette sorte de laine qui est nécessaire n'existerait donc pas ? N'y a-t-il pas sur la laine qui représente la tonte du palais tout ce qu'il faut pour tisser cet habit ? En l'état, ne te soucie donc plus de la laine de Babylone. Choisis sur la laine qui représente la tonte du palais, de la laine de bonne qualité qui convienne pour cet habit, ou bien éventre autant de ballots qu'il faut, mais prends la laine pour pouvoir terminer le devant de cet habit en sorte qu'il soit rapidement achevé et va. » Voilà un discours sur la souveraineté économique qui a des accents assez actuels. On ne doit pas dépendre des importations de l'étranger. Nous poursuivrons par l'histoire d'un trône qui a été offert au dieu Dagan, dont l'histoire a été récemment reconstituée en parallèle par Ilya Aripov et Michael Guichard. L'iconographie, notamment celle des sous-cylindres, montre que les dieux et les déesses étaient souvent assis sur un trône qu'on peut supposer être proche des trônes des rois. Il nous faut tout de suite indiquer qu'il n'y a pas en babylonien de mot spécifique pour désigner un trône. En fait, on emploie le même mot kusum pour désigner le meuble sur lequel s'assoit une simple servante, ou bien le siège, où trône un roi ou un dieu. Tout est affaire de contexte. Par ailleurs, nous n'avons, comme pour bien des réalités, aucune description d'ensemble. C'est à nous de la créer en rassemblant et en analysant des textes de différentes natures. Alors, on a en l'occurrence un certain nombre de textes comptables ainsi que des lettres qui nous éclairent sur la conception du trône, la nomenclature de ses parties et de ses ornements, et puis sur les procédures administratives connexes, telles que le pesage des métaux précieux utilisés, or et argent, l'opération étant finalement commémorée par la proclamation d'un nom d'année. Voici quelques échantillons de ces textes. D'abord une lettre de Mukanishum au roi. « Monseigneur m'a écrit des ordres en bonne et due forme concernant le travail que représente le trône de Dagan. J'ai convoqué Yashubashar, Tabsumu, Eresum Matum et Idineshtar, les responsables. Je leur ai fait prendre connaissance des tablettes que Monseigneur m'a fait porter. Ils ont dit « L'or ne convient pas pour la réalisation du travail. Nous allons nous-mêmes écrire à notre Seigneur. Voilà qu'ils font porter leurs tablettes chez Monseigneur. » Ensuite, un document administratif. 16 mines d'or sont contrôlées et livrées à Yashubashar, Tabsumu, Erisum Matum et Idinishtar pour des opérations de plaquage. Donc vous avez du vocabulaire technique, Khalatsum et Katamum, à la fois le fait d'étirer les feuilles de métal précieux et ensuite le fait de les appliquer. Et puis vous avez également 5 mines, 57 cycles d'argent qui sont confiés à Erisum Matum pour une autre opération qu'on appelle Malachum. Enfin, on a déjà vu le débat auquel a donné lieu la proposition de Shunuraralu de nommer une année de Zimrilim, année où Zimrilim a offert un grand trône au dieu Dagan de Terka.
Vous vous rappelez que le ministre de l'économie, Yassim Soumou, avait objecté que le trône n'avait pas encore été offert, mais le roi passa outre, et cela devint par conséquent la formule utilisée pour dater les textes de la 12e année du règne. Ilya Aripov est allé jusqu'à proposer une image sur laquelle il a indiqué le nom babylonien de chacune des parties du trône qu'on trouve mentionnées dans les textes. Nous savons que ce trône servait de support à une statue du dieu, représentée par conséquent assis. Et c'est ce que montre un petit billet relatif à la statue de Dagan qui siégeait sur le trône de Dagan de Mari, cette fois, et non pas de Terka, et qui est antérieur de 5 ans auparavant. Ce texte indique « X mine 3 cycles d'or, selon les poids du service du roi, propriété sacrée de Dagan de Mari, pesée du plaquage de la statue du dieu du trône de Dagan de Mari, travail achevé qui a été reçu d'auprès de Yashubashar l'orfèvre dans un endroit qui s'appelle le Bichirim, s'est retourné à l'atelier pour l'assemblage, responsable Mukhanishum, contrôle d'Adou Moubalit et Ubarrum. » Donc, ça nous montre que sur ces trônes, on installait des statues de dieux qui étaient représentés siégeants. Autre dossier, celui de la statue qui devait être offerte au dieu Adou d'Alep dans la capitale du Yamrad. Cette fois, il ne s'agit pas d'une statue de culte représentant une divinité, mais d'une statue d'Oran qui représente le roi priant la divinité à laquelle il voue sa propre représentation. Eh bien, une lettre de Zimrilim montre l'agacement du roi devant l'insistance de son intendant Mukhanishum à propos de l'or nécessaire à la fabrication de cette statue. « J'ai pris connaissance des tablettes de toit que tu m'as fait porter. En ce qui concerne le déficit en argent et en or pour la statue qui doit aller à Alep, lorsque j'étais encore à Mari, on a réuni les artisans et nous avons tenu séance à propos de cette statue. Moi-même et les artisans, nous avons discuté. Et en fonction de notre discussion, on a fixé argent et or nécessaires à cette statue. Je leur ai donné tout l'argent et l'or qui correspondait au devis qu'ils avaient établi. Or, lorsqu'ils ont établi ce devis avec leur propre aveu, leur avis fut-il différent? Les voilà maintenant qui changent d'avis. Le premier devis est définitif. Je n'ajouterai point d'argent ni d'or. Tu m'as écrit par 2 fois, et moi je t'ai fait la même réponse qu'aujourd'hui. Pour l'heure, tu reviens à ce motif de correspondance, n'y reviens plus jamais. Ils doivent agencer le travail de cette statue avec la quantité d'or et d'argent primitive que je leur ai donnée en fonction de leur devis. Voilà des leçons de fermeté que vous pourrez retenir si vous avez des problèmes avec certains artisans pour des travaux chez vous. Donc, réponse catégorique, Zimrilim ne prend pas de gants pour interdire à son intendant de revenir une 3e fois sur ce sujet. Et on pourrait continuer avec d'autres objets, en particulier les palanquins, auxquels Ilya Aripov a dévolu plusieurs articles. Mais je voudrais m'attacher maintenant aux relations qui unissent les différents responsables. Une lettre récemment publiée montre comment Yassim Soumou était également impliqué dans la fabrication d'objets précieux. C'est une lettre de Zimrilim. Dit à Yassim Soumou, ainsi parle ton Seigneur. J'ai pris connaissance de la tablette que tu m'as envoyée, en ce qui concerne le grain à engranger pour ton palais, objet de ton message, qu'on engrange beaucoup de grains, comme tu le désires vivement. Vous remarquez au passage que le roi dit « ton palais », ça veut dire le palais dont tu es responsable. En réalité, c'est le palais de Zimrilim dont il est ici question. Mais donc maintenant, toute ton ardeur à engranger rapidement le grain de Guru-Adou et de Der. Autre sujet. Après avoir fait prendre les présages concernant les 10 mines d'argent, bien du dieu Dagan de la ville de Tsubatum, dans le cas où il serait favorable, une petite lacune, pour le Burashtum, et puis ensuite des lacunes, le texte reprend. Si la divinité te répond oui concernant le travail du Burashtum et de ma statue, fais 2 parts de cet argent, fais-en employer 5 mines pour le Burashtum et 5 mines pour ma statue. Au sujet de la statue, le dieu ne cesse d'apparaître coup sur coup au cours des présages que j'obtiens.
Fais le nécessaire pour faire accomplir rapidement cet ouvrage. Il me faut constamment chez moi des rapports et des tablettes de toi. Vous voyez l'attention qui est ici prêtée au présage avant d'entreprendre ce type de travaux. Et la lettre est par ailleurs intéressante du fait qu'elle montre qu'on n'hésitait pas à se servir dans les réserves d'un temple pour des travaux de cet ordre. On ne sait pas ce qu'est un Burashtum, mais le deuxième objet me semble sans équivoque être la statue que Zimrilim souhaitait vouer au dieu Adou d'Alep. Et on voit que Yassim Soumou intervient ici pour la livraison des fonds, si l'on peut dire, mais le suivi de la réalisation a été effectué par Mukanichum. Et on a un autre exemple dans la suite de la même lettre. En ce qui concerne le sumac à propos de quoi tu m'as écrit, une tablette de Yassim Soumou doit aller chez Ilushu Natsir afin que l'on prenne ce qui vous fait besoin. On voit donc que Mukanichum, quand il avait besoin de matières premières, ne pouvait pas lui-même donner un ordre à un gouverneur de province, il devait passer par l'intermédiaire de son supérieur, le Chanda Bakoum, Yassim Soumou. Mukanichum s'occupait également de certains aspects de la gestion du personnel et une affaire très intéressante eut lieu après l'achèvement de la guerre avec les Yaminites. Ce sont des textes qui ont été étudiés jadis par Pierre Villard et je ne ferai que résumer les principales conclusions. Ces textes datent de l'an 5 de Zimrilim et ils enregistrent les versements d'argent destinés à payer la rançon d'une centaine de personnes appartenant à différentes tribus yaminites qui avaient été capturées lors des conflits de l'année 3 de Zimrilim et qui avaient donc travaillé pendant plus d'un an dans différents services du palais de Mari. Le montant de la rançon, en akkadien Iptirum, est uniformément de 8 cycles, et ça n'est sûrement pas un hasard. Ce montant a fait partie de l'accord conclu entre Zimrilim et les chefs yaminites lorsque la paix a été conclue. Alors, cet accord, malheureusement, il n'est pas documenté par écrit parce que les discussions ont eu lieu à Mari même, où tous les rois yaminites se sont rendus au mois 5 de l'année 5 de Zimrilim, et les versements d'argent pour le rachat de toutes ces personnes datent des semaines et des mois qui suivent, entre le mois 5 et le mois 7. Et l'argent a été versé par les membres de la famille des captifs, frères, pères, époux, etc. Eh bien, les modalités administratives du versement de la rançon de ces Yaminites ont donné lieu à une dispute entre Mukanichum et Bounou Mahadou qui a été arbitrée par Agba Ahoum. Dit à Mukanichum, ainsi parle Agba Ahoum. Avant mon départ, tu m'avais dit ceci. Toi, tu vas t'en aller, mais il est à craindre que sur le butin des Yaminites qu'on m'aura réclamé contre rançon, je doive donner quelqu'un. Comment dois-je procéder ? Je t'avais alors répondu ceci. Si, parmi les tisseuses et le personnel de ton service, on te réclame un individu, donne-le. Reçois l'argent et prends le document scellé par le ministre Choukaloum. Telles sont les instructions que je t'avais données. Lorsque je t'ai donné ces instructions, Nana Chalassou se tenait présent. Mais t'ai-je donné comme instruction, en quoi que ce soit, de donner continuellement des documents à ton sceau, au chef de service et au district d'Amon pour faire sortir le personnel ? À présent, Bounou Mahadou m'a fait part de ses griefs en ces termes. Il, c'est-à-dire Mukanichum, donne continuellement des documents à son sceau, au chef de service, et il procède à des libérations. Il était très en colère. Toi, exerce donc ton autorité sur ton office, et lui, c'est-à-dire Bounou Mahadou, qu'il exerce son autorité sur son office. Toi, si tu procèdes à une libération, reçois l'argent et prends le document scellé. Il s'agit donc du document scellé par le ministre, auquel il est fait allusion plus haut. Et lui, s'il procède à une libération, qu'il reçoive l'argent et qu'il prenne le document scellé. Alors, on ne sait pas très bien, malheureusement, quel était le statut de Agba Ahoum, et on connaît mal également Bounou Mahadou. On sait simplement qu'il ne faut pas confondre cet administrateur avec le roi de Nihria qui portait le même nom. Mais on voit ici que Mukanichum était accusé d'avoir outrepassé ses prérogatives
La procédure rappelée par Agaba Achoum paraît très claire. Chaque responsable, au vu d'un document scellé par le ministre, devait libérer le captif correspondant. Et donc sa tâche était double, procéder à la réception de la rançon, une somme d'argent, et archiver le document scellé qui lui avait été remis. Et à la fin, étant donné que c'est toujours 8 cycles par personne, le total de l'argent doit correspondre au nombre de tablettes scellées par le ministre multiplié par 8 cycles. Et donc, par le biais de ce texte, on en arrive à la question de la tenue des comptes. Pendant très longtemps, les spécialistes de Marie ont étudié ces documents comptables avec différentes préoccupations, comme l'étude de la culture matérielle ou encore la prosopographie. Et ça n'est que petit à petit que s'est posée la question des modalités et des buts de cette comptabilité. Autrement dit, pourquoi écrivait-on ce type de texte? À quoi servait-il? Et servait-il finalement à quelque chose? Un pionnier en la matière a été Jack Sasson, dans son article de 1982 sur la comptabilité des repas du roi, dont l'étude a été poursuivie notamment par Nele Ziegler. Et actuellement, il y a de nombreux travaux par Ilya Arkhipov, Grégory Chambon, Michael Guichard et d'autres qui poursuivent cette recherche. Il y a un point qui m'apparaît désormais clairement. Si la chronologie du début du règne de Zibrilim est si compliquée à reconstituer, c'est tout simplement parce que la comptabilité était alors mal tenue. Et notamment, les différents services utilisaient des noms d'années qui se chevauchent d'une manière peu pratique pour nous aujourd'hui, mais également pour les responsables dans l'Antiquité. Et ça n'est pas un hasard si aucun compte récapitulatif remonte au début du règne. On parle en babylonien de reddition des comptes, ni Pitz ni Cassi. On n'en a pas pour le début. C'est avec l'arrivée de Yassim Soumou et de Moukanishum dans le 3e quart de l'année 2 que la comptabilité du palais est devenue professionnelle. Autrement dit, nous ne comprenons pas encore tout, mais nous comprenons maintenant pourquoi il est si difficile de comprendre. Et ça n'est pas déjà rien. Au-delà du dossier de Moukanishum, je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui en examinant le statut des artisans et le problème que pose un lieu désigné en babylonien par le mot Neparum, qu'on a parfois traduit par atelier. Il faut commencer par dire que nous sommes assez mal renseignés sur le statut et l'organisation des artisans. Pourtant, les sources ne manque pas. Mais comme la totalité des textes administratifs de Marie n'a pas encore été publiée, j'ai l'impression que cela refroidit les ardeurs et ça peut se comprendre. Jusqu'à présent, l'approche a été avant tout philologique et de ce point de vue, il faut rappeler aujourd'hui le tour de force qu'a représenté le volume 7 des Archives royales de Marie, où Jean Bottero a dû batailler avec des textes très difficiles à une époque où les dictionnaires de babyloniens de von Zoden ou de Chicago n'avaient pas encore débuté leur publication. À cette période de sa vie, Bottero était passionné par l'histoire des techniques et il a d'ailleurs fourni de nombreuses notices à un livre aujourd'hui bien oublié, le Dictionnaire archéologique des techniques, qui est paru en 2 volumes en 1963-64. Depuis, de nombreux progrès ont été accomplis et Jean-Marie Durand a été particulièrement engagé sur ce front dans ARM 21 et dans différentes publications, en particulier dans le périodique Marie, où il avait lancé une série d'articles sur la culture matérielle à Marie. Cette approche a été approfondie dans les 3 volumes de la série des matériaux pour le dictionnaire de babylonien de Paris, dévolus à toutes sortes de réalia, les textiles par Jean-Marie Durand dans ARM 30, la vaisselle précieuse par Michael Guichard dans ARM 31, les objets en métal par Ilya Arkhipov dans ARM 32, et il y aurait encore d'autres objets à traiter comme les objets en bois. Ces efforts visent avant tout à décrire le mieux possible de nombreux aspects de la culture matérielle, dont l'archéologie ne retrouve pratiquement aucun vestige, mais tout cela ne nous donne pas d'image de la façon dont les artisans étaient organisés. Alors,
pour cela, on peut avoir recours à certaines listes nominatives de personnel qui ont l'intérêt de comporter des rubriques. On lit ainsi, dans un RM 21 401, une série de noms propres récapitulés comme 17 orfèvres cutimum. Ensuite, on a 7 noms propres qui sont qualifiés de naparum, un terme qu'il vaut mieux traduire par fondeur plutôt que forgeron, comme on le fait traditionnellement. 6 noms propres qui sont ceux de travailleurs du cuir, ashkapum. 6 noms propres qui sont ceux de travailleurs du bois, nagarum. Là encore, la traduction ne doit pas être trop précise parce qu'on n'a pas de distinction entre ébéniste et charpentier, qui pour nous sont des choses assez différentes. La suite du texte est malheureusement cassée, mais on peut supposer qu'il y avait également des travailleurs du métal kurkurum, des spécialistes du textile ishparum, des teinturiers ashlakum, etc. Et récemment, Michael Guichard a proposé certains rapprochements. Il indique par exemple, je cite, 3 sortes de métallurgistes collaborent, le fondeur, naparum, avec l'idéogramme simug, l'orfèvre, cutimum, Q3-2, et le plasticien ou sculpteur, kurkurum ou tibira, lequel connaît aussi le travail de la pierre, du bois et de l'ivoire. Ce que les textes disponibles montrent avant tout, c'est une obsession des responsables, le rapport entre la quantité de matières premières fournies et le produit fini livré. Il ne fallait qu'il y ait aucun gâchis ou aucun détournement. Or, toute opération entraînait l'existence d'un reste. C'est ce que montre ce petit billet. 2 cycles, 1/6, 5 grains d'or, Rimshiel, 1 cycle et demi d'or, Yashubashar, 1 cycle 5/6 et 7 grains et demi d'or, Idin Mamma, 2 cycles 5 grains d'or, Idin Rubour, total, 7 cycles et demi, 17 grains et demi d'or, provenant des rognures Kerretum et des arriérés Ribbatum des orfèvres. Donc on a ici le nom des 4 orfèvres les plus fréquemment cités dans les archives, auxquels on peut ajouter le nom de Yarip Abba. Et donc ici on fait le total de tout ce qu'ils doivent, soit parce qu'il y a eu des restes, soit parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore rendues. Et une lettre de Yassim Soumou à Mukhanishum nous montre comment de tels petits montants ainsi récupérés pouvaient être réutilisés pour fabriquer de nouveaux objets. Fais entreprendre un cercle alum. En vérité, il n'y en a plus dans le coffre du roi. Il faut qu'en écoutant ma présente tablette, tous les orfèvres disponibles reçoivent de l'or de récupération et que cet objet soit rapidement agencé. Et c'est Mukhanishum qui servait le plus souvent d'intermédiaire entre le roi et les artisans, nous l'avons vu, mais d'autres personnages pouvaient intervenir en fonction de la nature de l'objet à fabriquer ou décorer. C'est ainsi que l'un des chefs de musique de Zimrilim, Warad Ilishu, écrivit au roi à propos d'instruments, je cite, « À propos de l'instrument en or pour lequel mon seigneur m'a donné des ordres, j'ai reçu l'or, et je viens de donner aux orfèvres cet instrument pour sertissage. » Autre chose, relativement à l'instrument léum. Déjà auparavant, monseigneur m'avait posé la question suivante. Quel est le meilleur instrument léum? Celui qui est en ébène ou celui qui est en bois et la makoum? Donc le roi connaît bien les instruments sur lesquels jouent ces musiciens. Et moi, dit Warad Ilishu, j'avais répondu ainsi à monseigneur, c'est le léum en bois et la makoum qui est meilleur que celui en ébène. Maintenant, il faut que monseigneur m'écrive si c'est l'instrument léum en ébène ou l'instrument léum en bois des lames makoum qui doit être serti, quelle que soit sa décision, afin que l'instrument léum soit serti dès que je l'aurai reçu. Alors vous voyez la rhétorique de cette lettre qui est typique de l'époque. Il fallait donner au roi l'impression qu'il prenait les décisions, même si en réalité, le choix qu'on lui proposait n'en était pas un, puisque, en fait, Warad Ilishu avait déjà dit au roi que le meilleur instrument était celui en bois et lame makoum, mais il faut une confirmation. La hantise du souverain, donc, c'était le gaspillage pour tous les métaux, et un texte très important avait été publié dans RM 25 sans que son éditeur en ait compris l'intérêt.
Jean-Marie Durand en a fourni une nouvelle édition et un commentaire appelant ce texte « Protocole des fondeurs ». C'est un document qui fixe des normes lors de la production du bronze par alliage de cuivre et d'étain, puis lors de la coulée. Si le cuivre lavé est pur et que l'étain est bon, lors de l'alliage, il doit y avoir une freinte d'un demi-cycle par mine. Si l'on n'a pas obtenu de cuivre purifié ou si l'étain n'est pas bon, lors de l'alliage, il doit y avoir une freinte d'un cycle par mine. Un bronze bien allié veut dire que lors de la coulée, il doit y avoir une freinte d'un demi-cycle par mine. Un bronze pas bon après l'alliage veut dire que lors de la coulée, il doit y avoir une freinte d'un cycle par mine, comprendre évidemment au maximum. Telles sont les obligations des fondeurs, et le document est enregistré par devant Ilak Shukir et Ari Lablat. Donc il y a vraiment des normes très précisément fixées, et c'est à un document de ce genre que se référait le roi lorsqu'il parlait de devis dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Les textes de comptabilité mentionnent différents lieux en lien avec les artisans, mais il faut comprendre qu'il s'agit généralement de l'endroit où avait lieu une opération administrative particulière et non pas de leur atelier. On a affaire le plus souvent à des redditions de comptes effectuées en présence du roi. Un cas particulier est formé par 5 textes qui mentionnent la pièce des artisans. 2 d'entre eux, datés de l'année 13, précisent même « nouvelle pièce des artisans », ce qui fait écho aux travaux de remise en état du palais qui eurent lieu vers la fin du règne de Zimrilim, mais on ne sait pas encore où situer cet espace de manière précise. La question des artisans ne peut être considérée comme traitée si l'on n'aborde pas l'affaire d'un endroit bien particulier qui est désigné par le mot babylonien Neparum. L'étymologie en est incertaine et les traductions contextuelles varient entre atelier et prison, de nombreux auteurs ayant choisi le mot dérivé du latin ergastule. Selon la 9e édition du dictionnaire de l'Académie, le mot ergastule décrit, je cite, un atelier, bâtiment où l'on enfermait les esclaves condamnés aux travaux les plus pénibles, par extension, prison, cachot. Et donc, il vaut la peine d'y regarder de plus près, et ce sera l'occasion de dresser le portrait d'un triste sire nommé Ishtar Kabar. L'importance des Neparum ressort de divers indices, et d'abord des nouvelles par lesquelles plusieurs responsables ouvrent ou au contraire achèvent leurs lettres. La formule est la ville de Marie, le palais, les temples et les ergastules Neparum vont bien. On trouve la formule dans pas moins de 22 lettres émanant de la reine Shiptou, de Yassim Soumou, d'Abimekim, etc. Et une lettre d'Abimekim qui pourrait avoir été le prédécesseur de Yassim Soumou a un contenu tout à fait édifiant, je cite, « Dis ceci à mon Seigneur, ainsi parle Abimekim ton serviteur, la ville de Marie va bien, le palais va bien, les temples et les ergastules Neparum vont bien, les devins ont pris les présages pour le salut des Neparum et leurs présages sont bons jusqu'à la fin de ce mois. » La question des ergastules a fait l'objet d'une très intéressante étude récente de Denis Lacambre et Julie Patrier. Leur attention portait avant tout sur les données de Chagar-Bazar, l'antique ville d'Ashnakoum en Syrie du Nord-Est, non loin de l'actuelle ville de Hassaké, mais les résultats ont une portée qui dépasse l'étude de ce seul site. Ils ont établi que le responsable des Neparum portait le titre de Gouzaloum, et ils ont analysé 4 documents clés qui sont des textes de comptabilité de ration de céréales, les bénéficiaires étant récapitulés en 3 ensembles: ration de grains de l'ergastule Neparum, des artisans et des femmes Kurhunatum. Alors, on ne sait pas ce que sont ces femmes exactement, mais on voit que les artisans sont bel et bien distingués des gens enfermés dans le Neparum. Donc, traduire Neparum par atelier, ça n'est pas
une bonne idée. Autre élément essentiel, on se rend compte que le Néparoum était un lieu essentiellement produisant de la farine. Et à Chagar Bazar, on voit qu'il y avait entre 16 et 20 meuniers, 12 meunières, 2 boulangères et un malteur. Et on voit aussi que parfois, on aveuglait des gens au moment où ils entraient dans le Néparoum. C'est ce que le gouverneur de Sagaratum, Yakimadou, proposait de faire subir à 2 individus originaires d'un royaume du Zalmakoum. Écrivant au roi, il faut leur crever les yeux pour qu'ils fassent la mouture dans l'ergastul Néparoum, ou bien leur couper la langue à tous les deux, afin que leur affaire ne puisse s'ébruiter. Donc on les empêche de parler, soit en les enfermant, soit en les empêchant définitivement de sortir, soit en leur coupant la langue. Cette affaire a été commentée par Karel van der Toorn, qui a rapproché cette histoire de celle de Samson. Le livre des Juges indique que les Philistins crevèrent les yeux de Samson, l'enchaînèrent et le mirent à moudre le grain dans la maison des prisonniers à Gaza. On voit donc que les Néparoum étaient des lieux de privation de liberté, si l'on peut employer le vocabulaire actuel, qui a pour nous l'intérêt, dans ce contexte, d'éviter de trancher entre la traduction par prison et une autre par atelier de travaux forcés. Pour ce qui est de Marie, nous savons qu'il a existé plusieurs lieux de ce genre, qui étaient manifestement extérieurs au palais, mais sans que leur emplacement puisse actuellement être connu. Les archives de Marie montrent qu'il existait un Gouzaloum nommé Ishtar Kabar, son titre est donné dans FM 1641, et donc, ainsi que l'a montré l'étude de Lacambre et Patrier, cet individu était responsable d'un ergastul Néparoum. Or, il a fait l'objet de très graves accusations. Son dossier a été instruit en 2016 par Jean-Marie Durand dans Semitica 58. Il a été repris par Denis Lacambre lors du colloque de Marimont en décembre 2023. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur les prévarications de cet homme, puisque nous les avons étudiées l'an dernier lors du cours du 18 mars 2024, mais je voudrais vous rafraîchir un peu la mémoire. On a un acte d'accusation supervisé par 8 personnes, dont Mukanichum, à 1401, qui montre que Ishtar Kabar aurait laissé mourir de faim 4 individus, 2 femmes et un enfant, ayant par ailleurs disparu. Et ces morts et disparitions n'ayant pas été déclarées, Ishtar Kabar continuait bien entendu à percevoir les rations correspondantes. D'après un autre texte, ARM 2393, il dut se disculper de différents détournements de fonds pour un total de 2 mines d'argent, qui est quand même pas mal, et puis Denis Lacambre a proposé de verser au dossier ARM 7 263. C'est un texte dont on n'a que la moitié, et donc on ne sait pas le nom de la personne accusée, mais on a une très longue liste de détournements au préjudice du palais, et c'est à cause de la grande place qu'occupent les céréales et la farine que Denis Lacambre a considéré avec beaucoup de vraisemblance qu'il s'agissait d'une pièce du procès d'Ishtar Kabar. Voilà un portrait qui nous montre que la vie dans le royaume de Marie au XVIIIe siècle n'était pas toujours rose. Et je terminerai ce cours par une défense et illustration de l'assyriologie. Si l'on considère les objets que les Babyloniens ont laissés dans le palais de Marie, il faut avouer que c'est bien peu. Les seules statues qui ont été retrouvées sur place étaient cassées, comme la très célèbre déesse au vase jaillissant, découverte en de nombreux morceaux il y a tout juste 89 ans, en février 1936. Et je vous mets ici une photo de la statue avant sa restauration. Lorsqu'on pouvait la voir au musée d'Alep, évidemment, on ne se rendait pas compte de tout cela parce que les fentes ont été bouchées par des restaurateurs, mais comme vous le voyez ici, elle a été retrouvée en de nombreux morceaux. Mais où sont toutes les statues de culte qui trônaient dans les temples? Où sont les statues vouées par des dévots aux divinités? Elles ont disparu à jamais,
sauf à travers les textes qui décrivent les étapes de leur fabrication. Et je ne parle pas des tissus dont aucun reste n'est parvenu jusqu'à nous, et je pourrais continuer à énumérer les parfums, etc. Un dernier mot pour revenir à Mukanishoum, auquel l'essentiel de ce cours a été consacré. Voilà un administrateur de second plan qui finit paradoxalement par être mieux connu que des individus plus haut placés que lui dans la hiérarchie. Tel est le pouvoir de l'écrit. La semaine prochaine, nous passerons de l'artisanat au commerce avec la figure du chef des marchands nommé Eddin Numujda, et je vous remercie de votre attention.